Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Dans ce journal, nous revenons sur les élections européennes et leurs conséquences sur le Parlement plus que jamais fragmenté par la poussée des eurosceptiques. Nous parlerons de la place des femmes dans le mouvement de contestation en Algérie où la presse juge peu probable la tenue de la présidentielle le 4 juillet. Y a-t-il risque de conflit entre les États-Unis et l'Iran? L'administration Trump répond non, mais le président vient tout de même d'annoncer l'envoi de 1500 soldats au Moyen-Orient. Bonsoir. Les discussions pour les postes clés des institutions de l'Union européenne s'annoncent acharnées après les Européennes qui ont accouché d'un Parlement plus fragmenté suite à la poussée, certes limitée par rapport aux prévisions des partis eurosceptiques et la nette progression des écologistes et des libéraux. Le scrutin visant à élire les 751 membres du Parlement a commencé jeudi, mais 21 des 28 pays membres ont organisé leurs élections dimanche. Environ 400 millions de personnes avaient le droit de voter. Les précisions de Slati Karok dans ce récit d'Irénée Herman Umbo. Le nombre d'électeurs européens cette année est nettement supérieur à celui des élections de 2014, selon la commission en charge du vote. Dans de nombreux États membres, dont l'Allemagne, la France, la Pologne et la Suède, le taux de participation est estimé à plus de 50%, une participation record qui suscite l'inquiétude face à la montée du populisme en Europe. Nous devons nous opposer à l'extrême droite, défendre les droits des femmes, des employés, nous assurer que les législateurs de l'Union européenne représentent réellement les citoyens. Les opposants à l'immigration souhaitent que le scrutin donne plus de force aux partis qui veulent bloquer l'afflux de migrants dans l'Union. Il s'agit des premières élections après la crise migratoire de 2015. Dans de nombreux pays d'Europe, les citoyens n'avaient aucune chance d'exprimer leur opinion sur ce sujet. Dopé par les scores des partis de Marine Le Pen et Matteo Salvini, mais aussi celui du parti pro-Brexit de Nigel Farage au Royaume-Uni, les eurosceptiques devraient remplir toutes tendances confondues jusqu'à un quart de l'hémicycle. Mais l'élection a également été marquée par la percée des écologistes portés par les Verts allemands et la surprenante troisième place des Verts français, ainsi qu'un groupe libéral centriste revigoré par les troupes d'Emmanuel Macron. Il participe à une reconfiguration d'un Parlement européen où l'hégémonie de la grande coalition menée par le centre-droite et le centre-gauche prend fin. Le président français Emmanuel Macron, l'un des membres les plus anciens et les plus importants de l'Union, estime que ce vote intervient au moment le plus périlleux pour l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour analyser les résultats et les implications de ces élections européennes, accueillons tout de suite Moustapha Tossa. Il est analyste politique basé à Paris. Moustapha Tossa, bonsoir. Bonsoir. Quelle analyse faites-vous des résultats de ces élections européennes avec notamment la montée des eurosceptiques? Oui, alors ce qu'il faut dire pour justement conjurer un cauchemar et une peur, c'est que ces partis extrémistes ou populistes ont fait campagne non pas pour sortir de l'Union européenne, non pas pour sortir de l'euro, mais pour pouvoir la changer de l'intérieur. Donc il n'y aura pas de force politique en Europe qui voudrait suivre les traces du Brexit. N'empêche que ces forces ont pu réaliser des performances à cause d'une grande problématique qui est l'immigration. Quel est le point commun entre une Marine Le Pen en France, un Matteo Salvini en Italie ou bien un Viktor Orban en Hongrie? C'est leur lutte contre l'immigration et leur volonté de fermer le territoire européen à ces flux migratoires. Justement, on en parle tout à l'heure, mais on a noté en France, et vous le disiez tout à l'heure, Marine Le Pen l'a emporté face à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela signifie pour le Front National?
Pour le Front National, cela signifie qu'il s'installe durablement comme une force d'opposition à Emmanuel Macron, la seule force capable de le challenger dans les prochains présidentiels. Donc, ces élections européennes ont fait disparaître les partis classiques, notamment les Républicains et le Parti socialiste, pour installer un match entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et cela veut dire que dans les prochaines présidentielles, on risque de rejouer la présidentielle de 2017 et d'avoir à gérer et à s'interroger, est-ce que Marine Le Pen pourra cette fois faire exploser le plafond de verre qui la bloque à 25% de l'électorat français, ou bien est-ce qu'il y aura suffisamment de Français pour voter pour elle, pour l'emmener à l'Élysée? Avec des victoires comme celle de Matteo Salvini en Italie, qu'est-ce que les résultats de ces élections européennes pourraient avoir comme conséquence sur des dossiers aussi sensibles que celui de l'immigration et notamment s'agissant des Africains? Alors, ce qu'il faut dire, dans l'ensemble, ça ne change pas les grands équilibres du Parlement européen. Il y aura toujours une force eurosceptique très minoritaire au Parlement et une force europhile complètement majoritaire. Alors, ce qui va changer, c'est que ces forces populistes, extrémistes, sont obsédés par l'immigration et ils vont agiter des lois, ils vont faire en sorte que l'Europe se recroqueville sur elle-même, ferme ses frontières et met tous les problèmes de l'Europe sur le dos de l'immigration, ce qui veut dire que par rapport à l'immigration africaine, il y a des mois et des semaines à venir qui sont très durs parce que la performance de ces forces politiques indique un signal très négatif comme quoi l'Europe est en train de monter un sillage autour d'elle, de se recroqueviller et de fermer ses frontières à l'immigration qui vient du Sud. Moustapha Tossa, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous êtes basé à Paris. En République démocratique du Congo, les recherches continuent sur le lac Mai-Ndoumbe dans l'ouest du pays pour retrouver les survivants du naufrage samedi soir d'une embarcation. Bilan, au moins 30 morts et des dizaines de disparus selon Simon Bowemba, maire d'Inongo, localité proche du lac. Il y a 183 rescapés. L'embarcation transportait plus de 350 passagers, mais le nombre exact d'occupants est difficile à établir en raison de la présence des clandestins sur le bateau. Recrudescence de la violence au Burkina Faso où 4 fidèles ont été tués dimanche pendant une messe lors d'une nouvelle attaque contre une église catholique à Toulfé, localité du nord du pays. Les attaques attribuées à ces groupes djihadistes contre les églises où des religieux chrétiens se sont multipliées ces dernières semaines avant l'attaque de dimanche. 4 catholiques avaient également été tués le 13 mai lors d'une procession religieuse en honneur de la Vierge Marie à Zintemga, dans le nord du Burkina Faso. Au Malawi, le président sortant Peter Mutharika a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 38,57% des voix devant le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, qui a obtenu 35,41% des voix. C'est ce qu'annonce ce lundi la commission électorale. Le scrutin présidentiel s'est déroulant en un seul tour au Malawi. La majorité relative suffit donc pour l'emporter. Ces résultats officiels ont été proclamés peu de temps après une décision de la haute cour de la capitale Lilongwe qui avait imposé samedi la suspension de leur publication en raison d'accusations de fraude émanant de l'opposition. En Algérie, la presse estime ce lundi peu probable la tenue le 4 juillet de la présidentielle censée élire le successeur, autant pour moi, d'Abdelaziz Bouteflika. Et pour cause, seules 2 personnalités relativement inconnues, Abdelhakim Hamadi et Hamid Touhari, ont déposé leur candidature à la magistrature suprême dans les délais requis, soit avant samedi minuit. Mais sur le terrain de la contestation, les femmes font parler d'elles chaque vendredi. Elles descendent dans la rue, elles veulent, tout comme la majorité des Algériens, un changement du système. Mais pour elles, la démocratie en Algérie passe par une reconnaissance des droits des femmes présente en masse depuis le début du mouvement populaire. C'est un reportage de notre correspondante à Alger, Mehdi Aliou. Le récit est de Gabi Dorsil. Au milieu de dizaines de milliers de protestataires,
elles forment un carré féministe. Elles revendiquent leur part du changement, c'est-à-dire l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en Algérie. Nous avons décidé de, malgré tout, maintenir nos revendications spécifiques, en particulier sur l'égalité en devoir et en droit entre les hommes et les femmes, et des revendications pour la citoyenneté. Cette initiative n'était pas gagnée d'avance. Ces manifestantes ont vite été prises à partie le 29 mars dernier. Elles ont été agressées verbalement et physiquement avant de faire l'objet de menaces de mort. C'est super important de ne pas exclure les droits des femmes des revendications de tout le peuple algérien. Malgré les agressions et les menaces, les féministes n'ont pas baissé les bras. Elles ont continué à se rassembler chaque vendredi pour faire entendre leurs revendications. Le carré a même gagné la sympathie et la solidarité de plusieurs autres manifestants. C'est l'occasion ou jamais de discuter, de débattre. Le débat, c'est pas grave. Les agressions sont graves. En 14 vendredis de manifestation, ces féministes ont pu imposer leur présence et faire entendre leur voix. Elles sont toujours là pour exprimer leur rejet des symboles du système et démontrer le rôle indéniable que jouent une fois encore les Algériennes dans la réussite de ce Hirak. Le président Donald Trump envoie 1500 soldats au Moyen-Orient pour décourager toute menace iranienne potentielle. Plus tôt cette semaine, des responsables de l'administration Trump ont déclaré aux législateurs que les États-Unis ne cherchaient pas à provoquer Téhéran. Nombreux sont ceux qui craignent que les messages contradictoires émanant de l'administration Trump n'augmentent le risque de conflit et réduisent les chances de persuader l'Iran de mettre fin à son programme d'armement nucléaire. Les détails avec Patsy Witakwazura, correspondant de VOA à la Maison-Blanche. Le récit est signé Arzouma Compaoré. Le Memorial Day, le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont visité lundi les tombes des soldats au cimetière national d'Arlington. Un jour plus tard, il annonçait qu'il enverrait plus de troupes pour faire face aux tensions grandissantes au Moyen-Orient. Nous allons envoyer un nombre relativement restreint de soldats, principalement pour assurer la protection. Et des personnes très talentueuses se rendent actuellement au Moyen-Orient. Et nous verrons comment et ce qui se passera. Nous enverrons environ 1500 personnes. Des navires de guerre américains et des groupes de porte-avions ont déjà été déployés dans le golfe Persique. Nous sommes dans la région pour gérer beaucoup de choses, mais pas pour entrer en guerre avec l'Iran. Bien que Téhéran aussi dise qu'ils ne veulent pas de la guerre, les analystes estiment que le risque de confrontation est élevé. Chaque parti tente d'adopter une posture de dissuasion, donc présence accrue de forces américaines dans la région pour envoyer un message aux Iraniens. Si vous nous attaquez, nous exercerons des représailles. Les Iraniens font la même chose. Certains analystes considèrent que le manque de clarté sur l'Iran est emblématique de l'approche globale de la politique étrangère de Trump, dans laquelle l'administration s'efforce d'atteindre un résultat, mais manque de crédibilité dans ses messages. Cela va de la stratégie clairement énoncée au tweet. Mais on ne sait jamais, au jour le jour, à quoi s'attendre. Le déploiement des troupes est un changement de stratégie pour Trump, lui qui a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de réduire la présence militaire américaine dans la région. Ce lundi est jour de commémoration ici aux États-Unis où l'on rend hommage à tous ceux qui, dans les forces armées, sont morts au combat. Lors d'une cérémonie spéciale au cimetière d'Arlington, Mike Pence, le vice-président des États-Unis, a exprimé ses plus sincères condoléances à toutes et à tous, notamment aux familles de tous ceux qui sont décédés en se battant pour la patrie. Nous leur transmettons également, a-t-il ajouté, les plus sincères respects et la plus grande reconnaissance du président des États-Unis, Donald Trump. Et comme il est de tradition, depuis 3 décennies, les habitants de Washington, D.C. ont assisté au spectacle très couru des motards. Mais cette fois-ci, il semblerait que ce soit la dernière fois, même si Trump a promis que ces motards pourraient être là l'année prochaine. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. On les croyait disparus, mais ils sont bel et bien présents. Ce sont les disques vinyles qui retrouvent leur popularité aux États-Unis. Dans Afrotech, Arzuma Compaoré nous amène à Ouagadougou à la rencontre de Patrick Cabré, un ingénieur de télécommunications avec qui on parlera de la connectivité à Internet. En sport, Isha Johansen n'est pas corrompue. L'ancienne présidente de la Fédération sierra-léonaise de football et son secrétaire général Chris Camara ont été acquittés par un tribunal de Freetown. Et c'est l'heure du rendez-vous tech avec Arzuma Compaoré qui est là pour Afrotech. Arzuma, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. On commence tout de suite avec une bonne nouvelle. L'équipe du Ghana qui a participé la semaine dernière au concours international de robotique RoboFest dans le Michigan a été sacrée championne du monde devant les USA, le Canada, le Mexique, la Chine, Hong Kong, la Corée du Sud, l'Égypte, l'Inde, Macao, l'Afrique du Sud et l'Équateur. Malgré la rude compétition, l'équipe Acrobot du lycée des jeunes filles méthodistes de Mamfe a participé à l'événement annuel du Lawrence Technological University à Southfield dans le Michigan du 16 au 18 mai. La délégation ghanéenne était composée de 21 personnes regroupées en 3 équipes, Acrobot, iBot et Cosmic Intellect. Alors, Arzuma, chaque lundi, un focus de la semaine. Tout à fait. Alors, et vous parlez de Patrick Cabré? Je parle de Patrick Cabré. On va faire le focus justement de cette semaine sur M. Patrick Cabré. Il est le directeur général de Alink Telecom. Il est ingénieur télécom de formation. Et aujourd'hui, il est à la tête, comme je l'ai dit tantôt, du groupe Alink Telecom pour le Burkina Faso. Ce vétéran des technologies a été plusieurs fois primé et récompensé pour son expertise dans le domaine de la virtualisation, de la sécurité du cloud, des télécommunications. Il nous a accordé un entretien dans lequel il est revenu sur les enjeux de la connectivité Internet pour un pays enclavé comme le Burkina Faso. Dans une course technologique. Et si on n'y va pas très vite, ou encore si on ne saute pas les étapes, on sera dans une situation où malheureusement, on sera carrément déphasé. Donc moi, je suis de ceux qui pensent réellement que nous devons impérativement, en tant que pays africain, aller au-delà, en fait, aller être avant-gardiste et ne pas forcément se dire, bon, voici là où je suis, il faut que je passe ces différentes étapes avant d'y arriver. Et pour le Burkina, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on a plusieurs opérateurs qui travaillent en fait à mettre en fait à niveau nos pays à travers la 4G. Et lorsque vous prenez, pour revenir à la technologie comme la fibre optique, nous savons par exemple que nous qui utilisons depuis plusieurs années la BLR, on s'est rendu compte qu'il fallait aller au-delà en fait, de la BLR et passer à la fibre optique. D'où le fait qu'aujourd'hui, dans le centre-ville de Ouagadougou, Alink aujourd'hui propose en fait des solutions à fibre optique pour les entreprises. Donc mon rêve pour l'Afrique, c'est une Afrique connectée, qui permet aux acteurs de travailler en fait à distance, qui permet en fait à cette Afrique d'être plus visible de par le monde et qui permet également aux Africains de comprendre qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aller hors de leur pays pour se sentir, de leur continent pour se sentir bien. Même à l'intérieur de leur continent, ils peuvent se sentir bien et connectés comme s'ils étaient peut-être à New York ou encore en Taïwan. Voilà, pour suivre l'intégralité de l'entretien, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com ou sur nos réseaux sociaux. Et puis, Arzuma, pour terminer, folie d'invention. De quelle folie d'invention parlons-nous cette semaine? Alors, la conquête de l'espace bat toujours son plein. La compagnie SpaceX d'Elon Musk a lancé la semaine dernière une fusée contenant les 60 premiers satellites de sa constellation Starlink, destinée à fournir un accès Internet depuis l'espace. L'une des fusées Falcon 9 de la société a décollé sans incident de Cap Canaveral en Floride pour larguer 1 heure après et 440 km plus haut. Les satellites qui, grâce à leur propulseur, ont pu se placer en orbite à 550 km d'altitude. Chacun de ces satellites pèse 227 kg et a été construit à Redmond, près de Seattle.
Le projet Starlink sera opérationnel une fois que 800 satellites auront été activés, ce qui nécessitera par ailleurs une douzaine de lancements supplémentaires. Voilà, John, c'est tout pour Afrotech. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Arzouma. Très impressionnant tout ce qui se passe avec ces satellites. Direction la République centrafricaine. Vous avez certainement déjà entendu parler de Ndara. Ndara est un mot en langue nationale sango parlé dans le pays et qui signifie le savoir. C'est sous ce nom que s'est créée une coopérative regroupant des femmes centrafricaines qui valorisent leurs talents à travers l'artisanat. Pascal Serra les a rencontrés pour nous. Voici son reportage. C'est dans ce garage modeste que se retrouve un groupe de femmes avec un objectif commun, confectionner des objets d'art uniques. La vente de ces produits faits avec des matériaux locaux permet de soutenir par la même occasion ces artisanes en leur permettant d'avoir des revenus stables, d'avoir accès à une formation professionnelle et d'acquérir le sens du développement des affaires. Vous avez vu comment les filles travaillent? Elles sont trop belles, bien habillées, bien sapées, vraiment propres. C'est à cause de ce travail. Elles sont vraiment valorisées par les produits de leurs mains. Ce que je peux dire aux jeunes filles, de se ressaisir, chercher à faire quelque chose de leurs mains. Ce qui fait aussi la particularité de cette coopérative est surtout son aspect social. En effet, parmi les femmes présentes, une majorité exerce ces activités comme étant des mesures thérapeutiques suite aux événements tragiques que traverse la République centrafricaine. Il m'est arrivé quelque chose de terrible dans le village où j'habitais. Tous mes biens ont été pillés et détruits. Je n'avais plus rien, que ce soit de l'argent, des vêtements et même mon stock de sel pour faire mon commerce. Ils ont tout détruit. J'ai failli perdre connaissance. On tuait les gens sous mes yeux. Ce travail que je fais m'aide. Quand je viens travailler ici, cela me permet d'avoir un peu d'argent. Je loue une maison et je paie la scolarité de mes enfants et je les nourris. En conclusion, les femmes sont formées à la fabrication des produits, mais aussi à la gestion des affaires, au marketing et par la même occasion, elles sont soutenues dans le processus de la résilience. Au sein de cette coopérative, avoir du Ndara, c'est non seulement être qualifié, mais c'est aussi reprendre goût à la vie. C'est lundi et c'est plein feu sur les stades avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on commence par le Maroc. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Le Maroc, où le sélectionneur Hervé Renard a convoqué 27 lions pour la préparation de la CAN 2019. Cette présélection du technicien français comprend notamment le joueur de couloir Achraf Hakimi du Borussia Dortmund. Privé de la fin de saison sur blessure, les cadres habituels sont également présents, à l'image du capitaine Mehdi Benassia, mais aussi du maître à jouer de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, sans oublier le buteur vedette du Zamalek, Khalid Boutayeb, vainqueur ce week-end de la Coupe de la Confédération face à Berkane. Les joueurs convoqués sont attendus le 2 juin à Rabat pour un stage qui les verra affronter en amical la Zambie et la Gambie les 12 et 16 juin prochains au Grand Stade de Marrakech. Pendant ce temps, en Sierra Leone, l'ex-présidente Isha Johansen et l'ex-secrétaire général Chris Kamara ont été acquittés par un tribunal de Freetown. Ils avaient été arrêtés en septembre 2016 et libérés sous caution à la suite d'une enquête de la commission anticorruption avant d'être mis en examen en septembre 2017. Cette commission les accusait d'avoir détourné un don de 50 000 $ de la CAF destiné à l'achat de matériel IRM. Cette affaire avait conduit à la suspension de la fédération par la FIFA en octobre dernier. L'instance mondiale du foot dénonçait le limogeage d'Isha Johansen et Chris Kamara comme une ingérence du politique dans le football. Les matchs éliminatoires de la Sierra Leone, on se rappelle, pour la CAN ont été annulés avant que la CAF ne disqualifie le pays en décembre dernier. Et puis, ici aux États-Unis, les Américaines terminent leur préparation du Mondial 2019 en beauté. Les championnes du monde en titre ont dominé les Mexicaines 3-0 pour leur dernier match de préparation. Au total, les Américaines ont remporté leurs 6 derniers matchs de préparation en marquant 23 buts et en concédant seulement 3, tous contre l'Australie. Depuis le début de l'année, les numéros 1 mondial n'ont connu la défaite qu'une seule fois en 10 matchs mi-janvier contre la France au Havre, 3-1. Elles font figure de co-favorites avec les Français justement pour le mondial qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet prochain.
Et avant de rallier la France, les Américaines s'envolent ce soir pour l'Angleterre, où elles passeront une semaine près de Londres. Team USA se dit prête à défendre son titre. Nous sommes ravis, nous sommes en bonne santé et nous sommes prêtes. Je pense que ce sera une Coupe du Monde remarquable. Je pense que le niveau de la compétition, 4 ans après la dernière, s'est considérablement élevé. Les différentes équipes montent en puissance. Ce sera une Coupe du Monde très ouverte et nous avons hâte d'y aller et de l'attaquer. Nous aussi, on a hâte de vivre cela. On se dit à demain. Merci. Yacouba Ouedraogo. On les croyait disparus, mais que non, les disques vinyles sont de plus en plus populaires ici aux États-Unis. Et nous sommes allés en Virginie visiter une usine qui en fabrique. Le récit est de Thierry Kaoré. Les disques vinyles font un grand retour et pour l'entrepreneur Eric Astor, c'est une bonne nouvelle. J'ai investi tout ce que j'avais dans ça pour en faire un succès. Son entreprise commandait des disques produits dans une usine en Allemagne. Mais avec la croissance rapide de la demande, il a décidé d'investir toutes ses économies dans l'ouverture d'une nouvelle usine de disques afin de tirer profit de l'évolution du paysage musical. Vers 2013, la demande a tellement augmenté que nous avions décidé de commencer à fabriquer les disques ici aux États-Unis pour rester pertinents et servir nos clients comme nous le souhaitons. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à chercher de nouveaux équipements. Mais cela n'a pas été une tâche facile. À l'époque, personne ne fabriquait de nouveaux équipements de qualité pour faire des disques vinyles. Alors Astor a dû se contenter de machines usagées qu'il avait trouvées au Mexique. Les disques sont en polychlorure de vinyle. De copeaux spéciaux de différentes couleurs sont versés dans la presse et une matrice métallique spéciale marque la piste audio. Après cela, les enregistrements refroidiront pendant 24 heures, puis passeront au contrôle de la qualité physique, où chaque enregistrement est inspecté pour en détecter les défauts éventuels. Le disque est recouvert d'un sillon continu qui s'allonge jusqu'au centre. Parce qu'ils sont fragiles et que leur fabrication est longue, le contrôle de la qualité est très rigoureux. Nous écoutons une copie de bout en bout, au moins une copie. Il y a donc quelqu'un de là-bas qui écoute les disques au fur et à mesure qu'ils sortent de la presse et que nous tirons des échantillons. La nouvelle usine n'a pas encore passé l'épreuve du temps. Mais comme les disques vinyles l'ont apparemment réussi, les employés de Furnace Records espèrent que leur usine le sera aussi. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Bonsoir.